On ne peut pas prédire à quel moment précisément quelqu'un a besoin de quelque chose. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, avec une campagne de fond, on peut créer des récurrences qui vont faire que notre marque, qui va être vue plusieurs fois par mois, qui va être vue avec cohérence, qui va être vue régulièrement, et que la personne, pas le jour où j'ai posté, pas forcément dans 2 semaines ni dans 3 semaines, mais dans 3 mois ou dans 6 mois, quand elle aura besoin de mon service ou de mon produit, peut-être qu'à la place d'être la 50e personne qu'elle aurait contactée, je serai dans le top 3 des personnes à laquelle elle pensera. Parce que elle aura vu mon image, elle aura peut-être vu nos produits, elle aura vu ce qu'on fait, et puis peut-être qu'elle pensera à nous contacter. Quand je dois me présenter, au final, je parle très vite de mon métier, d'autres parlent très vite de leur famille. On parle très peu souvent, très vite de qu'est-ce qu'on a dans la tête ou quelle philosophie on a, etc. On a des symptômes de présentation qui sont toujours très axés au final sur le produit ou le service. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est axez-vous plutôt sur la valeur ajoutée ou qu'est-ce que vous amenez concrètement à vos clients. Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime Gremaud, je suis le directeur de l'agence Inventaire Communication. Aujourd'hui, podcast solo sur une thématique qui me tient à cœur. Je vais essayer un nouveau format avec quelques conseils en marketing. Le thème du jour, c'est 10 conseils pratiques pour gérer votre marketing efficacement. Je vais me baser sur des conseils, des cas pratiques et puis aussi vous donner un retour d'expérience par rapport à mes ressentis et ce que j'ai expérimenté aussi autant personnellement pour mon entreprise que pour nos clients. Pour commencer, du coup, évidemment, le marketing, c'est un levier de croissance important pour votre entreprise qui nécessite quand même des compétences, évidemment, et qui nécessite aussi une certaine attention. Il est toujours relativement compliqué, selon moi, de... comment dire cela ? Je ne suis pas sûr qu'on peut faire des bonnes actions marketing sans, au final, bien connaître soi-même son entreprise, son marché et tout ça. Donc, je vais y venir sur les conseils. Mais je pense que pour faire du bon marketing, il est nécessaire que l'entreprise qui se fait accompagner, le groupe ou la personne égale, qui se fait accompagner, doit être dans une démarche justement de fusion ou dans une démarche d'intégration avec l'entreprise accompagnante. Avec toute l'expérience que j'ai eue et toutes les fois que j'ai fait des actions de communication de marketing, c'est toujours le mélange client, ce que amenait le client avec les compétences de l'agence qui ont donné les meilleurs résultats. Il y a tout un lot de choses qui sont peut-être pour vous des détails, peut-être pour vous des choses qui sont connues, établies depuis des dizaines d'années, des connaissances de votre marché qui sont des logiques qui vous semblent que tout le monde a dans sa tête, qui sont justement en fait les clés d'un bon marketing et de bonne communication, parce que c'est souvent sur ces éléments-là que les clients nous ramènent, que les clients arrivent à transmettre certains messages, certaines clés, certaines manières de faire, certaines manières de voir, que nous, derrière, on arrive à créer les meilleurs slogans, les meilleures campagnes, les meilleurs axes stratégiques. Et je trouve que ce mélange d'expérience entre la compétence pure métier et la compétence pure marketing communication est souvent une des clés pour avoir des très bons résultats. Premier des conseils, définissez votre positionnement et votre message clé. Alors, pourquoi c'est important de définir son positionnement ? Son positionnement, c'est le terrain où on construit sa maison, c'est les racines de son arbre, c'est au final à qui on s'adresse, qui on veut viser et quel message on veut transmettre. Se positionner, c'est quand même déjà identifier une ou deux valeurs uniques qui vont vous permettre de... Alors, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est quand même ce qui est dit en marketing, même si je trouve qu'aujourd'hui, c'est compliqué de le faire. Un positionnement unique va vous permettre de vous démarquer de vos concurrents. Bon, ça, je trouve que c'est un peu pour la théorie. Parce qu'aujourd'hui, réellement,
avoir un positionnement unique selon les marchés dans lesquels on est, c'est pas si simple. C'est pas si simple, mais par contre, on peut... pourquoi je dis que c'est pas si simple? C'est parce que quand je dis ça à mes clients, souvent, ils imaginent un positionnement unique comme étant une invention ou comme étant quelque chose qui n'a jamais été fait nulle part ailleurs. C'est absolument pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, soit tout a déjà été testé ou beaucoup de choses ont été testées, mais je pense que le positionnement unique se trouve dans la nuance et dans l'affinage et dans le paramétrage de certains facteurs qui vont un tout petit peu vous décaler ou vous positionner sur un axe différenciant. Je ne sais pas si ce que je suis en train d'expliquer est clair, mais pour moi, c'est important de... Je ne pourrais plus regarder un client dans les yeux en étant sincère en pensant qu'on va révolutionner le marketing ou la communication du jour au lendemain. Oui, on peut avoir des idées qui sont loufoques, qui sont effectivement... moderne, novatrice, oui, ça peut arriver, mais dans 90% des cas, il s'agit justement d'un affinage et d'un positionnement qui va nous distinguer, mais de manière assez fine. Je peux vous prendre un exemple assez simple. Par exemple, dans le domaine de la construction, voilà, qui est un domaine extrêmement vaste. Si demain on se positionne comme une entreprise qui a des travaux plutôt haut de gamme, voilà, on va dire, ok, nous, notre spécialité, c'est quand même un petit peu les travaux haut de gamme. Ok, on va pouvoir y intégrer quelques codes du luxe. Mais on n'essaie pas non plus rentrer dans un luxe complètement hors marché, complètement artistique et tout ça. Là, je parle d'une majorité. Certains le font. Hein. Certains sont positionnés sur des ultra niches, ultra luxe, voilà. Mais donc, du coup, on va dire, OK, il y a une envie, il y a un besoin. Le client veut se positionner comme chez nous, on fait de la qualité. Oui, peut-être c'est un peu plus cher ou voilà, mais on n'est pas non plus dans l'ultra luxe, mais on fait de la qualité, etc. Et donc là, dans la communication, dans le marketing, on va affiner pour positionner la marque étant une marque de construction, avec toutes les valeurs que représente la construction, mais avec cet axe-là. Donc, en fait, donc voilà, donc ce positionnement valeur unique, ce qui vous distingue de la concurrence, voilà, par expérience, le plus souvent, c'est voilà, des petits paramètres qui vont soit vous rendre plus sympathique, plus professionnel, plus carré, plus luxueux, plus etc. etc. On a accompagné quelques marques, mais je pense franchement les compter sur les doigts de la main, qui vraiment avaient un positionnement complètement à l'opposé du marché ou vraiment complètement... novateur, ça nous est arrivé 2-3 fois. Je ne vous cache pas que je pense sur les 4 ou 5 noms que j'ai en tête, il y en a 2 qui aujourd'hui sont toujours présentes, mais du coup qui ont réadapté un peu à leur marché, et 3 qui n'existent plus. Parce qu'il ne faut pas rêver à un moment donné, si les marchés depuis des centaines d'années fonctionnent d'une certaine manière et communiquent et d'une certaine manière, c'est qu'elles vont évoluer dans le temps, mais c'est très compliqué d'arriver avec de l'innovation dans certains marchés qui fonctionnent très bien comme ça et de croire qu'on va chambouler complètement un marché avec sa PME, alors qu'à côté de ça, il y a 500 PME qui fonctionnent sur un modèle très très bien depuis des centaines d'années. Bon voilà, mais ça, c'est un peu une généralité, mais quand même, trouver son positionnement, c'est important, savoir à qui on s'adresse, savoir qui est notre client, savoir qu'est-ce qu'on veut lui transmettre comme message, quelles sont nos compétences, nos qualités, nos valeurs, ça c'est important. Au niveau du coup du message, ça c'est quelque chose qui est, je trouve, pas évident. Nous-mêmes à l'agence, c'est vraiment quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps. Donc nous, le slogan de l'agence, c'est simplifier votre message, communiquer efficacement. Donc nous, les mots-clés de notre entreprise, c'est simple et efficace. On s'est rendu compte que vraiment pour nous, la simplification, la simplicité était
des fois vu avec manière un peu péjorative, mais nous, on ne le voit pas de cette manière-là. On trouve que le plus compliqué, c'est de faire simple. Et l'idée de la simplification, c'est de dire on doit rendre la communication et le marketing simple et efficace, parce qu'efficace, sous-entendu, on doit réussir à rentrer dans un monde où nos actions ont des conséquences. Et on doit réussir à analyser ces conséquences pour dire aux clients voilà les conséquences de vos actions marketing, voilà les conséquences de vos actions de branding. Et c'est pas toujours évident. C'est très, très compliqué aujourd'hui à dire l'impact d'un logo sur 15 ans ou sur 20 ans d'une société, etc. Mais on essaye de rentrer dans cette ère de simplifier les processus, simplifier la communication entre personnes, simplifier la communication vers ses clients pour avoir quelque chose d'efficace. Donc voilà, ça c'est par exemple notre positionnement de l'agence. Ce que je pourrais vous conseiller à toutes et tous qui m'écoutaient, qui est soit indépendant, qui avait une entreprise ou qui gérait un groupe, etc., c'est de faire un exercice tout simple qui est comment vous présentez votre entreprise en 10 secondes et comment vous la présentez en 45 secondes, ce qu'on pourrait appeler un elevator pitch. C'est vraiment quels sont les mots-clés, les phrases d'accroche. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un à qui vous parlez? Vous avez vraiment même pas 1 minute pour lui présenter votre boîte. Qu'est-ce que vous mettez en avant? Vraiment, et ça c'est un exercice je trouve qui est hyper intéressant parce qu'il est toujours extrêmement révélateur de, même entre collègues, hein, vous pouvez faire cet exercice, c'est très intéressant. Il est très révélateur de quels mots-clés les personnes mettent en avant et quels services ou produits ou manières de faire les gens mettent en avant. Et de ça, en fait, nous, quand on l'entend et quand on l'écoute, ça nous permet déjà de comprendre comment les gens voient leur propre société. Et potentiellement, on peut aussi après demander ça au niveau des clients extérieurs. Alors, soit des clients qui sont déjà des clients, soit des gens qui ne sont pas des clients. Et c'est toujours hyper intéressant de voir le décalage qu'il y a entre comment les gens se présentent leur société à l'interne, parce qu'ils ont une vision évidemment qui est biaisée, hein, c'est sûr, parce que vous travaillez dans cette société, donc vous connaissez les processus, vous connaissez les produits, et de voir la vision des gens à l'extérieur, et en fait de faire une comparaison de ces mots-clés, de ces phrases qui sortent, pour justement les aligner et trouver les bons messages. Voilà, donc trouver ces phrases, trouver ces messages, c'est vous assurer une cohérence pour l'ensemble de votre communication par la suite, vous assurer des slogans qui soient forts, vous assurer une communication sur les réseaux sociaux, vous assurer la petite phrase sur vos cartes de visite, c'est vous assurer un discours cohérent, et ça c'est déjà une magnifique première base. Je tiens à dire quand même quelque chose, c'est exactement comme quand vous présentez vous-même à quelqu'un. Moi-même, je fais l'erreur, hein. Enfin c'est pas une erreur, mais moi-même au final quand je dois me présenter, au final je parle très vite de mon métier, d'autres parlent très vite de leur famille, d'autres parlent très vite on parle très peu souvent, hein, très vite de qu'est-ce qu'on a dans la tête ou quelle philosophie on a, etc. On a des symptômes de présentation qui sont toujours très axés au final sur le produit ou le service. Et le conseil que je pourrais vous donner, c'est axez-vous plutôt sur la valeur ajoutée ou qu'est-ce que vous amenez concrètement à vos clients. Et si vous faites cet axe entre arrêter de vouloir vendre vos produits et vos services en tant que tels qui vont parler à très peu de personnes, mais au final faire des messages qui vont parler de qu'est-ce que vous amenez réellement comme solution, qu'est-ce que vous solutionnez comme problème, qu'est-ce que vous enlevez comme douleur, et même à travers des petits slogans ou des petites phrases, vous arriverez gentiment à une communication cohérente. Voilà. Deuxième point, l'audience. Donc, votre public. Connaissez votre audience sur le bout des doigts. C'est un conseil clé. Je vais encore une fois le nuancer. On parle souvent de persona client. Je présume que vous êtes beaucoup à avoir déjà entendu ça. Quels sont les besoins, les douleurs, les habitudes, les objections. C'est un exercice qui est super à faire, vraiment. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. C'est se mettre à la place de vos clients. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul client? Est-ce qu'ils sont 2? Est-ce qu'ils sont 4? Qui sont-ils? Comment s'appellent-ils? Est-ce que ce sont des femmes, des hommes? Quel âge ils ont? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Comment ils interagissent avec vos services? Comment ils vous contactent?
comment ils vous parlent, quelles sont leurs problématiques. Voilà, ça c'est quelque chose de très standard, un persona, ça fonctionne toujours très bien je trouve, dans le sens que ça permet... Alors attention, un persona ça se met aussi à jour selon l'évolution de votre entreprise et de vos services évidemment, mais ça permet d'avoir une bonne base sur, OK, on va essayer de cibler le public d'une certaine manière. Et puis ça, c'est vrai que si vous arrivez avec un persona auprès d'une agence de communication, vous enlevez une bonne partie du travail de recherche parce que concrètement, si vous me dites que votre public cible est un jeune de 25 ans qui utilise énormément les réseaux sociaux et qui est très connecté, je ne vais pas agir la même chose que si votre persona est un monsieur de 70 ans qui lit les journaux et qui regarde la télé le soir. Donc évidemment, il y a des processus qui vont se mettre en place naturellement sur le choix des médias, le choix des messages, le choix de l'impact au niveau des slogans, au niveau de tout ça. Donc, connaître son persona, c'est effectivement quelque chose qui est important. Connaître les douleurs qu'il a. Alors, quand je dis les douleurs, c'est connaître les problématiques auxquelles vos services et vos produits répondent. Le plus souvent, hein, on est soit dans un... Enfin, alors là, encore une fois, je vais faire des généralités, mais le plus souvent, on est soit vous faites gagner du temps à votre client, soit vous lui faites gagner de l'argent, soit vous lui faites gagner, vous lui enlevez un problème d'organisation ou de gestion ou ce genre de choses. Mais temps, argent, relation, on est assez vite dans les grosses thématiques qui représentent selon moi quand même beaucoup des clients. Après, ça peut aussi être lié évidemment à de l'émotion. Hein. Vous pouvez aussi lui faire passer un bon moment, le détendre, etc. Alors, après, il y a plein de sous-catégories. Mais souvent, ça permet de comprendre quel problème basique vous et votre entreprise à laquelle vous répondez. Voilà. On passe déjà à le conseil numéro 3. Mettez en place une stratégie de contenu régulière. Alors, régulière, oui, marathon et pas sprint. Je crois que je n'ai bientôt... J'ai plus les mots forcément pour l'expliquer d'une autre manière, mais ce qu'on appelle les piliers de contenu. Alors, je vais commencer par ça. Quand vous créez une stratégie, alors, piliers de contenu, très souvent, c'est lié aux réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux sont hyper important, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. On a des magnifiques journaux, on a des journaux spécialisés, on a de la radio, on a de la TV, on a des pubs sur des applications, on a du sponsoring, on a des événements, on a du physique, on a du B2B, du B2C, etc. Il y a plein d'éléments et de choses sur lesquels vous pouvez avoir un impact avec votre communication et votre marketing. Les piliers de contenu, ça va être des thématiques générales qui vont aider votre audience à comprendre ce que vous faites, à lui amener de la valeur et à résoudre certains problèmes. Par exemple, un des piliers de contenu va être donner du conseil. Voilà, moi, le podcast que je fais aujourd'hui, je vous donne des conseils. Voilà, j'amène de la valeur en disant, j'ai une expérience, je vous donne des conseils. Le deuxième pilier de contenu pourrait être, par exemple, des témoignages clients. Alors voilà, on a eu affaire à cette société, ils ont fait ça pour nous, on en a pensé quoi, on était contents, etc., etc. Avoir des témoignages humains de la relation que vous avez eue avec quelqu'un, et en plus, si elle s'est bien passée, c'est un facteur puissant. Un autre pilier pourrait être, par exemple, les coulisses de l'entreprise. Les coulisses de l'entreprise servent énormément quand on veut attirer des talents. Les coulisses de l'entreprise, il ne faut pas oublier, quand on veut attirer des talents, évidemment que la personne sera intéressée à son salaire, savoir si elle a l'abonnement de téléphone, la voiture de fonction et tout ça. Mais le rapport humain, quand on passe 8 heures par jour avec des collègues, quand on passe presque plus de temps avec ses collègues qu'avec sa famille, le rapport humain de voir qui y a dans la boîte et de voir si les gens, on se sent alignés à eux et s'ils nous ressemblent, eh ben, c'est hyper puissant.
Et donc ça peut être aussi un des piliers de contenu. Et donc comme ça, vous créez des piliers de contenu qui vous permettent, du coup, pourquoi on appelle ça des piliers? Parce qu'en fait, dans ces piliers, après, on peut avoir plein de thématiques. Donc on peut avoir des coulisses, mais des coulisses qui vont être vraiment axées sur une personne. On peut avoir des coulisses qui vont être axées sur une manière de faire. On peut avoir des coulisses qui vont être faites sur une méthode, sur une séance. Des coulisses qui vont être sur un témoignage. Vous voyez, après, dans les piliers, il y a plein de manières de décliner du contenu. Donc, identifier des piliers de contenu, traditionnellement, par exemple, ce qu'on a tous tendance à faire, c'est qu'on va mettre en valeur nos produits ou nos services. Voilà. Moi, dès que je crée un logo, je vais faire 2-3 mock-ups de ce logo sur un joli ordinateur, des cartes de visite, et puis je vais le mettre sur mon site web, je vais présenter mon projet. Quand vous créez un bâtiment ou un immeuble, vous allez mandater un photographe, il va aller faire des jolies photos de ce bâtiment, vous allez le mettre en avant. Voilà, c'est un pilier de contenu, mettre en avant le résultat de notre travail. Ensuite, une fois que vous avez ces piliers de contenu, il faut du coup les planter sur l'année avec systématique. Sauf cas exceptionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut avoir une présence, je vais prendre les réseaux sociaux parce que c'est simple. Quand on veut avoir une présence cohérente, on va créer plusieurs couches de campagne. Alors, par exemple, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une couche de fond. Moi, j'aime bien appeler ça la couche de fond. C'est quelque chose qui va être avec régularité, toujours présent, toute l'année, qui n'a pas un objectif de vendre ou que le client nous contacte, etc., mais qui a plutôt un objectif d'accompagner une certaine... excusez-moi, qui a plutôt comme objectif de simplement garder une présence en ligne. Je m'explique. On accompagne des clients qui font des magnifiques bâtiments et qui nous font des très jolies photos. Et donc, nous, on met en place ces photos sur les réseaux sociaux et une fois toutes les 2 semaines, on publie un post avec le nom du projet, en quelle année il a été fait, qui a été l'architecte, etc. Le simple fait d'avoir 2 à 3 fois par mois du contenu va faire que l'image de la société va rester dans l'esprit des gens. On ne peut pas prédire que si je publie le lundi, j'arriverai à solutionner exactement le lundi le problème qu'un client veut créer son bâtiment avec moi ce jour-là. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prédire à quel moment précisément quelqu'un a besoin de quelque chose. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, avec une campagne de fond, comme je l'explique là, on peut créer des récurrences qui vont faire que notre marque va être vue qui va être vue plusieurs fois par mois, qui va être vue avec cohérence, qui va être vue régulièrement, et que la personne, pas le jour où j'ai posté, pas forcément dans 2 semaines ni dans 3 semaines, mais dans 3 mois ou dans 6 mois, quand elle aura besoin de mon service ou de mon produit, peut-être qu'à la place d'être la 50e personne qu'elle aurait contactée, je serai dans le top 3 des personnes à laquelle elle pensera. Parce qu'elle aura vu mon image, elle aura peut-être vu nos produits, elle aura vu ce qu'on fait, et puis peut-être qu'elle pensera à nous contacter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des campagnes de fond. C'est comme ça que je l'appelle. J'aime bien cette notion de campagne de fond. Ensuite, par-dessus la campagne de fond, on a la tranche du milieu qui, justement, peut être des campagnes d'objectifs. Campagne d'objectifs, ça va être, par exemple, des campagnes soit étalées sur la longueur, soit des campagnes plus court terme. On peut toujours être dans l'organique. Comme je disais avant, montrer les coulisses, montrer les collaborateurs, montrer un peu l'intérieur des projets, etc. Qui va rajouter des objectifs clés qui va être, par exemple, là, on sait que pendant 3 mois, on a un vrai objectif sur l'embauche. Voilà, on sait que de juillet à septembre, on doit vraiment travailler sur l'embauche. Alors on va travailler sur l'embauche. Donc, on va réorienter certains formats sur les gens qui travaillent dans la société. On va créer un formulaire sur le site web, que les gens ils puissent postuler facilement, qu'ils puissent accéder à vos photos facilement, qu'ils puissent voir ce que vous faites. On va créer un écosystème autour de cette campagne organique ou payante. Ça, c'est à choix, mais pour l'instant, on parle de l'organique. Et puis, qui va aller vers certains objectifs. On va analyser ces objectifs, voir s'il y a des gens qui s'y sont intéressés. Je vous dis, des fois, on a des campagnes avec des super bons résultats et puis le client va nous dire « Alors oui, on a eu plein de contacts, mais ils n'étaient pas suffisamment qualifiés. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas mis assez à vouloir
trop en mettre partout, eh ben, on n'avait pas suffisamment qualifié les personnes. Puis en fait, plus de la moitié des gens qui nous ont contactés, ben, en fait, ils n'avaient pas la formation nécessaire pour venir chez nous. Ah ok, bon, alors rajoutons un formulaire au milieu indiquant qu'il est nécessaire d'avoir cette formation-là. Et puis après, on va peut-être rentrer dans un formulaire qui va poser 2-3 questions à la personne. Et puis si la personne répond qu'elle n'a pas cette formation-là, eh ben, du coup, elle est remerciée, il y a quelque chose qui se passe, mais elle ne passe pas à l'étape suivante. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les campagnes entre deux qui sont liées à des objectifs. Et en dessus, le chapeau, la crème, la cerise sur le gâteau, c'est, on va dire, tout ce qui est lié aux ads et ce qui est lié à cette typologie-là de publicité. Et donc là, on va aller spécifiquement faire des publicités qu'on va payer sur Google, sur Meta, etc. Et là, on a des vrais objectifs d'attirer du lead, d'attirer des contacts, d'attirer des choses comme ça. Et donc là, on va vraiment faire des vraies campagnes pour faire de la promotion, pour vendre quelque chose, pour attirer quelque chose, pour mettre en valeur un élu politique, pour mettre en valeur un produit, pour mettre en valeur un service, parce que là, on attend du résultat derrière. Et donc, l'ensemble de ces 3 couches de gâteau font justement que vous avez une cohérence typiquement sur vos réseaux sociaux. J'ai pris la base des réseaux sociaux. Il faut bien comprendre que la stratégie se déploie sur l'ensemble de votre communication, autant sur votre entreprise, qu'elle soit physique ou digitale, autant sur vos actions marketing interne ou externe, autant sur vos événements physiques ou digitaux, autant, etc., etc. Et donc voilà. Et donc là, avec ça, vous avez du coup des calendriers éditoriaux qui sont bien planifiés, cohérents. Le point 4 maintenant, optimiser votre présence en ligne, site web, SEO, etc. Pourquoi c'est quand même important? Votre site, c'est quand même la carte de visite digitale de votre entreprise. C'est ce qui permet quand même de vous trouver sur les moteurs de recherche, sur Google entre autres, enfin, principalement sur Google. Et là, effectivement, il y a des règles à suivre. Moi, ce que je peux juste vous recommander, c'est d'avoir un site du coup moderne, responsive design évidemment, avec un bon SEO. Donc quand on dit un bon SEO, SEA, je fais une rapide parenthèse. Le SEO, ça va être tout ce qui va être la rédaction, la bonne rédaction des textes qui vont être sur votre site, qui vont bien référencer, qui vont aider les robots Google à justement référencer vos pages, à comprendre ce qu'il y a sur votre page, quelle thématique vous mettez en avant. C'est pour ça qu'on structure les sites avec des H1, H2, H3, etc. Donc avoir un bon SEO, c'est hyper important. Et puis le SEA, ça va être la partie payante qui va nous permettre de attirer du monde vers votre site, mais c'est une autre partie. Donc, travailler le SEO, c'est travailler du coup avoir une stratégie de mots-clés, qui va être présente sur votre site, qu'on va pouvoir répéter. Ça va peut-être être aussi d'avoir si vous le pouvez, avoir d'un coup un blog ou des choses comme ça, qui va permettre en fait il faut comprendre, c'est que quand vous avez du contenu sur un site, quelque part, vous référencez votre site. Quand vous avez des pages spécifiques par thématique, alors les sites one page sont des super sites, c'est les sites les plus simples à faire, puis c'est la présence en ligne minimaliste. Mais entre un site one page avec 4 petits blocs qui va présenter vos 4 services et un site avec 5 pages, une page d'accueil qui résume toute votre société et ensuite une page par service, évidemment, le site à 5 pages, il aura naturellement un meilleur référencement. Parce que chaque page est référencée par rapport à sa thématique, par rapport aux mots-clés qu'on va mettre dedans, par rapport à ce qu'on va aller chercher, que quand les gens vont taper des mots-clés par rapport à votre boîte, ils vont peut-être plutôt tomber sur la page spécifique que sur le site général. Donc voilà, donc ça c'est avoir un site cohérent, c'est important. Vous pouvez avoir des stratégies avec des pages aussi cachées, qui sont des pages de ce qu'on appelle les tunnels de vente, avec vraiment vous engagez l'audience, ou vous réservez des appels, etc. Donc, il y a plein de stratégies. Je me permets une petite parenthèse sur ce qui m'est arrivé récemment. J'ai changé mes moustiquaires à la maison. En fait, non, je n'avais pas de moustiquaires et du jour au lendemain, j'avais des moustiquaires. Une société suisse-allemande que j'ai trouvée fantastique d'un point de vue marketing parce que c'était vraiment pragmatique, incroyable. Je suis tombé sur une publicité, sur une application fribourgeoise. La publicité me disait l'estimation offerte de l'ensemble de vos moustiquaires en moins de 45 minutes.
minutes. J'ai cliqué vraiment sans grand intérêt sur la pub. J'ai rempli un petit formulaire. Ce qui était formidable derrière, c'est que 1 heure après, même pas, je crois 40 minutes après, on me contactait, pas pour venir l'après-midi même, mais on me contactait simplement pour prendre rendez-vous 3 semaines après. Mais le fait que j'ai été contacté très vite derrière, en fait, ça a créé déjà tout un schéma où je me sentais à l'aise, où je me sentais déjà impliqué dans le processus. 3 semaines après, la personne est venue, elle a fait un tour de mes fenêtres avec un petit laser. J'ai trouvé incroyable, elle a fait l'offre sur un bout d'offre vraiment papier. Elle m'a posé ça en live, j'avais l'offre en live. Ils m'ont rappelé 10 jours après, j'ai signé l'offre, ils m'ont changé les moustiquaires. Et je trouvais fantastique parce que c'était vraiment tous les schémas du marketing classique, vraiment traditionnel classique. Et voilà, ça a très bien marché parce que j'ai ni mis en concurrence diverses sociétés pour changer mes moustiquaires. J'ai ni fait appel à plusieurs demandes d'offres. Ils m'ont donné une solution simple, efficace au moment donné où j'en avais besoin. J'étais en train de regarder les actualités et dans un coin de ma tête, je me disais pour l'été, ce serait quand même peut-être bien qu'on ait des moustiquaires, et je tombe sur une pub de moustiquaires qu'ils ont positionné exactement au bon moment pour qu'on les change avant l'été. Et du coup, en fait, ils ont battu la concurrence et ils ont gagné un mandat. Et voilà, je trouve cet exemple chouette parce que du coup, j'ai été redirigé vers leur site. Du coup, sur le site, j'ai mis le formulaire et du coup, j'ai été voir leur site. C'était cohérent, c'était clair, et le processus derrière était très, très bien mis en place. Et du coup, ça fonctionnait très, très bien. Je vais revenir sur le 5e point, le 5e conseil, c'est soyez stratégique avec vos réseaux sociaux. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit avant sur les réseaux sociaux, mais effectivement, par contre, sur le choix des plateformes sur lesquelles vous publiez. Alors, il peut y avoir plusieurs stratégies. Nous-mêmes, du coup, on essaie de publier sur plusieurs plateformes parce qu'on a des systèmes qui nous permettent de publier sur plusieurs plateformes en même temps, même si notre cœur de cible est vraiment axé sur LinkedIn. Pour quelle raison? Parce qu'on est une entreprise qui travaille vraiment avec les entreprises. Donc, en fait, on est lié à du B2B. Et donc, LinkedIn est le réseau social pour le B2B. On utilise quand même bien sûr Instagram, qui est le réseau plutôt pour le côté image, photo, vidéo, vie de l'entreprise. On est des créateurs visuels, donc évidemment qu'on a envie quand même de montrer nos références, on a envie de montrer ce qu'on fait. Donc Instagram chez nous va être utilisé plutôt pour la vie d'entreprise, pour ce qu'on met. On l'a lié à Facebook. Alors, simplement parce que la société Meta donc, a Facebook et Instagram, même si Facebook n'est absolument pas un canal d'acquisition pour nous, mais on l'a lié parce que c'était facile de les lier ensemble. On a ce format podcast, qui est un nouveau format, qui est un format justement, pourquoi? Parce que moi-même, je suis grand, j'adore écouter des podcasts et puis c'est un format qui m'intéressait énormément de faire. J'avais envie de partager, j'avais envie de donner. Donc effectivement, on est maintenant sur plein de plateformes d'écoute et ça c'est super. Et on a encore le format YouTube. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est compliqué d'être partout. C'est compliqué d'être bien partout, même pour nous, même si on est une agence de communication, c'est pas évident. On doit s'améliorer tous les jours. Il y a même, pour rien vous cacher, aujourd'hui, typiquement, je sais que ce podcast, le format vidéo de ce podcast sera peut-être coupé parce qu'on a eu un problème avec de caméra. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas anodin de créer du contenu. C'est du travail, c'est un vrai engagement. Et souvent, le conseil que je donne, c'est privilégier une plateforme qui correspond à votre clientèle ou qui correspond à vos besoins. Soyez bon sur une plateforme, soyez cohérent sur une plateforme et ensuite envisagez de multiplier les impacts sur d'autres plateformes ou alors ayez des stratégies bien définies. Ce que je vois assez souvent, c'est quand même une stratégie LinkedIn. On va dire dès le moment où LinkedIn par exemple, les pages entreprises sur LinkedIn ne sont pas... J'espère que normalement, ils devraient bientôt changer ça, mais les pages entreprises sont pas si simples à faire liker et commenter sur LinkedIn. Mais par contre, quand on a de la récurrence, quand je disais campagne de fond tout à l'heure, ça fonctionne très très bien. Voilà, LinkedIn est plutôt lié à la personne, lié à l'entrepreneur, lié à la personne qui prend la parole. C'est ce que moi je fais d'ailleurs. Et donc du coup, Instagram, c'est plutôt notre équipe à l'intérieur, etc. Donc voilà, prenez soin de la stratégie de vos réseaux sociaux et d'identifier clairement là où vous devez être. Utilisez la publicité digitale intelligemment. Alors, les ads, quand je dis les ads, c'est donc vos publicités. Il faut bien comprendre que quand on crée des publicités, on va
réfléchir à l'objectif. On ne va pas forcément créer une publicité. On va créer, nous, souvent, demain, vous voulez vendre n'importe quoi, vous voulez vendre un shampoing, ok? Eh bien, on va réfléchir à des arguments, on va réfléchir à des formats. Donc, le format, ce que je veux dire, ça peut être une image fixe, ça peut être un carrousel. Donc, carrousel, c'est plusieurs images les unes après les autres. Ça peut être une vidéo avec un influenceur. Ça peut être même une vidéo sans personne, mais que le produit. Ça peut être plein de formats différents. Ça peut être des slogans qui sont axés sur l'humour, des slogans qui sont axés sur la qualité du produit, des slogans qui sont axés sur l'effet du produit bénéfique pour votre peau. Vous comprenez, etc., etc. On va analyser votre produit, votre service, votre besoin. On va en créer un lot de publicité. Et puis, en fait, ce lot, on va le mettre en théorie, ça dépend des stratégies, mais on va soit les lancer tout ensemble, soit les lancer par package, soit les lancer comme ça. Et puis, on va identifier les résultats, identifier combien de personnes ont cliqué sur l'annonce, combien de personnes ont peut-être rempli le formulaire qu'il y avait derrière, combien l'annonce a coupé, quel est le coût d'acquisition client par rapport à la diffusion de l'annonce. Et puis après, on va A/B tester, on va manager ça de cette manière-là. Pourquoi je me permets de faire un point là-dessus? C'est parce que ne pensez pas que de faire la publicité sur les réseaux sociaux, c'est prendre la jolie photo de votre boîte et puis de cliquer sur le bouton booster et puis de mettre 50 francs et puis vous faites de la pub sur les réseaux. Non, ce n'est pas ça. Non, faire de la pub, c'est avoir des objectifs, créer un lot de visuels, c'est mettre en avant ce qui fonctionne, c'est identifier ce qui marche, ce qui génère de la clientèle, c'est répartir ses opérations, améliorer, etc. Je vous donne un exemple tout simple. Il est possible que vous voyez des publicités passer sur les réseaux avec mon visage. Donc, il y en a. Et il y en a aussi où c'est des illustrations. Il y en a aussi où c'est que du texte, etc., etc. Dernièrement, sur ma page d'atterrissage Grow Your Brand, on a simplement changé le call to action, donc le bouton qui s'appelait prendre un rendez-vous stratégique par juste prenons un café ou prenons rendez-vous, quelque chose comme ça. Et simplement par cette modification-là, j'ai eu 2 rendez-vous supplémentaires la semaine d'après. Alors, c'est compliqué à savoir si c'est vraiment cette modification-là qui a eu un impact. Mais en même temps, c'est la seule modification qu'il y a eu sur le site et on est passé de pas de rendez-vous la semaine d'avant à 2 rendez-vous la semaine d'après. C'est pour vous dire que c'est important de tester. C'est exactement comme améliorer vos services, améliorer la qualité. Et pour les publicités, on doit faire la même chose. Donc, utilisez les pubs intelligemment et surtout vérifiez et comprenez quels sont les résultats de vos pubs, vos taux de conversion, vos coûts par clic, etc., etc. 7e point, automatiser les processus marketing pour gagner du temps et être plus efficace. Oh là là, vaste sujet. Alors, nous, pour être 100% transparent, je vais passer assez vite sur ce point, mais comme pour gérer votre entreprise, vous avez peut-être toutes et tous des CRM, vous avez peut-être toutes et tous des outils qui vous permettent de manager votre administration, etc., etc. C'est la même chose pour les réseaux sociaux. C'est un peu fini l'ère de faire ses posts soi-même sur son téléphone et puis se connecter à d'autres... à tous les réseaux sociaux différents, on a aujourd'hui des outils qui nous permettent de piloter les réseaux sociaux à distance, qui nous permettent de piloter plusieurs réseaux sociaux. Je vous donne un outil que nous, on utilise à l'agence qui s'appelle Metricool, donc qui nous permet en fait de plugger vos réseaux sociaux à cet outil. Donc, vous avez un accès à cet outil aussi également, qui nous permettent de mettre votre compte Instagram, votre compte TikTok, votre compte YouTube, votre compte LinkedIn, qui nous permet de planifier les publications sur cet outil-là, qui vous permet, vous, de valider les textes, de voir les visuels qu'on va vous mettre en avant, de dire oui, c'est OK pour moi, non, c'est pas OK pour moi, je veux une modification, qui nous permet de planifier à l'avance dans un joli calendrier quand est-ce que vos posts vont tomber. Vous avez une vision globale de votre stratégie et puis ça nous permet de piloter comme ça vos publications. Il y a des outils aussi qui existent pour ce podcast. Par exemple, ce podcast, après, il va passer dans une IA qui va le filtrer, qui va découper un petit peu ce que je raconte. Et puis après, on a un outil qui s'appelle Ocha,
qui nous permettent d'héberger le podcast, qui nous permet de diffuser le podcast sur Spotify, sur Apple Music, qui nous permettent de diffuser l'ensemble de l'audio sur plusieurs plateformes. Et donc ça, dès le moment où vous partez dans une stratégie, soit vous êtes accompagné par des professionnels qui utilisent ce genre d'outils, et puis ça, c'est vraiment un gain de temps énorme. Vraiment, je vous le recommande. Évidemment, il y a des coûts à l'utilisation de ces outils-là. Mais si vous êtes à ce stade de vouloir vraiment mettre en place des campagnes et puis vraiment créer de la récurrence et puis partir sur le long terme, je vous recommande d'utiliser ce genre d'outils. C'est vraiment un gain de temps énorme et ça vous permet surtout de planifier beaucoup de publications à l'avance. Et je prends toujours l'exemple des vacances d'été. Combien de clients j'ai accompagnés qui le faisaient un peu eux-mêmes et au final qui partaient en vacances et plus rien ne se publiait pendant 3 mois alors qu'on avait fait des super efforts tout le début de l'année. Voilà, c'est un peu dommage et en fait tout ça c'est des choses qui peuvent être gérées grâce à des outils. Le point 8, j'en ai déjà parlé, mais je vais remettre une couche, c'est analyser et ajuster vos actions en permanence. Pourquoi ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera pas forcément demain ? Donc, suivre les indicateurs de performance, ça c'est vrai que c'est important. Je vais encore une fois nuancer parce que je trouve qu'il ne faut pas non plus être, il faut pas non plus être fou de la data, même si la data est ultra importante. Je trouve qu'on doit laisser un peu de vie dans la communication et dans le marketing. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est un peu ridicule de laisser une liste de 15 mots-clés sur un an en ayant 5 mots-clés qui ne fonctionnent absolument pas, en ayant 5 qui nous coûtent très cher et qui donnent très peu de résultats, et en ayant 5 qui fonctionnent très bien et qui ne coûtent pas très cher. C'est un peu ridicule de laisser tourner des listes comme ça sans analyse, sans contrôle. Vous serez mieux avec enlever ceux qui ne fonctionnent pas, en thèse des nouveaux. On a trouvé un nouveau mot-clé qui fonctionne bien. Et puis vous serez mieux comme ça d'analyser, d'A/B tester. Quand on dit A/B tester, c'est ça, c'est A ou B. C'est quoi le mieux ? C'est A ou B. C'est le bouton vert qui est mieux que le bouton rouge. C'est un rendez-vous qui est mieux qu'une séance. C'est cette vidéo qui est mieux que cette vidéo. C'est ça l'A/B testing. L'A/B testing, c'est comparer des choses comparables sur un temps donné comparable avec des budgets comparables et de dire ok, voilà quel impact on a avec ce type de contenu. Et donc ça, d'analyser en permanence vos actions, moi je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui est important. En marketing et en réseaux sociaux, c'est assez simple de les analyser. En publicité, on va dire print et tout ça, c'est plus compliqué, dans le sens que par exemple aujourd'hui, nous on sait que de mettre une grosse annonce sur un côté de bus, par exemple, je vous donne un exemple en campagne, on sait que ça a un impact parce que voilà, dans notre région, on a des bus qui tournent, ça se voit tous les jours, le visuel il est énorme, etc. Mais maintenant, de prouver comme sur les réseaux sociaux combien de personnes l'ont vu, combien de personnes ça les a motivés à acheter le produit qui était sur le bus, etc. C'est plus compliqué. Mais là, après, il y a aussi c'est ce que je disais avant, il y a des choses où on sait que ça fonctionne depuis des années, on sait qu'il y a des éléments qui donnent aussi plus d'attention qualitative. On va quand même porter plus d'attention à une publicité qui est dans un journal, parce qu'en fait, le journal par lui-même a une plus haute valeur que le réseau social. Le réseau social, on va pouvoir faire de la quantité, de la masse. Mais après, c'est vrai que si on veut faire de la cohérence, d'avoir un coup le côté print, le côté média, le côté, par exemple, la radio, on va mettre de la valeur à la radio. Et la télé, on va encore mettre plus de valeur à la télé. Une publicité en prime time, je pense que vous avez tous déjà vu ce genre de publicité à Noël qui passe en prime time le soir, 1 minute, où on va parler de parfums ultra luxe et tout ça. C'est des coûts qui sont énormes, mais c'est stratégiquement incroyable parce qu'on sait que tout le monde est devant sa télévision, que la marque s'est positionnée sur le média le plus cher, qu'elle s'est positionnée à l'heure la plus regardée et derrière les ventes, elles décollent. Voilà. Point 9, fidéliser vos clients. Un client fidèle coûte 5 à 7 fois moins cher qu'un nouveau client. Donc là aussi, il y a des méthodes. Encore une fois, je vais redire pour la 10e fois, je vais nuancer. La fidélisation, pour moi, est primordiale, mais je pense aussi qu'il faut accepter que les entreprises évoluent, que potentiellement notre clientèle évolue
et que potentiellement un bon client qui était un très bon client pour nous il y a 5 ans n'est plus forcément le client qu'on veut ou qui correspond à notre entreprise 5 ans après. Donc il faut aussi savoir accepter, et moi je suis vraiment des fois hyper frustré de ça, c'est que je ne peux pas avoir 100% de satisfaction. Il y a peut-être des gens qui vont écouter ce podcast qui ont déjà peut-être été malheureusement déçus de nos services et de nos produits. Il y a des fois des relations qui sont humaines, qui ne fonctionnent pas. Il y a des fois des problèmes de communication. Il y a des fois des problèmes de période. Il y a des fois il peut y avoir du bruit, on va dire, de la friture sur les ondes. Mais par contre, c'est vrai que dès que ça match avec un client, moi je fonctionne comme ça, je fonctionne avec les tripes, le cœur, les sensations. Dès que je me sens à l'aise avec quelqu'un, effectivement, c'est vrai que de réfléchir à des programmes de fidélité, de fidélisation, c'est hyper important. Je ne vais pas faire trop la morale là-dessus parce que nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on a mis un peu de côté pendant des années et puis qu'on est vraiment en train de travailler maintenant. Mais en fait, c'est important, c'est hyper important parce qu'au final, c'est comme ça que fonctionne le monde. C'est en donnant. C'est en donnant d'abord qu'on va recevoir, c'est pas en demandant qu'on va recevoir. Et moi, je suis convaincu que l'aspect humain est ultra important dans les relations. Ça, c'est la première chose. Évidemment, il peut y avoir des outils qui peuvent être mis en place. Donc, comme des relances automatiques, une prise de nouvelles après 1 mois, après 3 mois, après 6 mois, la mise en place d'une newsletter, la mise en place d'actions marketing justement, parce que tout ce que j'ai raconté avant sur les campagnes, il peut très bien avoir une campagne qui est uniquement là pour fidéliser les clients que vous avez. Donc vous comprenez bien qu'une campagne qui va être mise sur les réseaux sociaux face à tout le monde, face à vos clients potentiels, elle est aux yeux de tous, mais là on parle de campagnes qui vont être nichées par rapport à un appel téléphonique, par rapport à un email, par rapport à une prise de contact, savoir si ça se passe bien, s'il y a des besoins, etc. Et donc, c'est vrai que ça, c'est une force qui est incroyable. Et nous, à l'agence, effectivement, c'est quelque chose sur lequel maintenant, on commence à mettre beaucoup de valeur. Et on voit que c'est des résultats qui sont incroyables parce qu'effectivement, un client fidèle, il revient. Un client content, il revient. Ça n'a pas toujours été le cas, malheureusement. Il y a eu aussi des fois des échecs. Et puis ça me trouve le cœur à chaque fois que ça arrive. Alors, je vous rassure, c'est rare, tant mieux, mais c'est vrai que malheureusement, je connais très très peu de sociétés qui peuvent dire nous, on a un taux de satisfaction de 100%. Voilà, en fait, des fois, il y a aussi simplement des manières de faire, des manières de penser, des manières d'aimer ou pas le processus qu'on essaie de mettre en place. Et effectivement, je pense que dans ce genre de cas, il faut préférer savoir aussi mettre fin à une relation ou passer à autre chose et accepter aussi l'évolution. Accepter que l'évolution qu'un client peut aussi bouger, peut aller voir ailleurs et c'est tout à fait son droit et c'est hyper important. Mais c'est vrai que le réseau, l'humain et tout ça, si on est convaincu de ce qu'on fait, qu'on est convaincu qu'on peut amener de la valeur et qu'on est convaincu qu'on peut résoudre un problème, moi je me dis que c'est une joie immense de pouvoir le faire. Alors, je suis heureux d'être payé pour le faire. Mais quand on arrive à toucher un peu ce truc où on pourrait passer des heures à parler avec quelqu'un pour résoudre son problème, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a des compétences que la personne n'a pas, et puis qu'on peut amener ça, et puis qu'on peut débloquer des problèmes, moi, je trouve que c'est fantastique. C'est fantastique et je suis le premier à aimer demander des conseils, je suis le premier à aimer de me faire coacher, et c'est normal, on ne peut pas être bon partout, et voilà. 10e point pour terminer cet épisode, c'est oser tester, oser l'innovation, oser tester de nouvelles stratégies. On peut oser effectivement. Des fois, il y a des opportunités qui se représentent une fois tous les 10 ans et qui sont compliquées à prendre, mais qui sont très intéressantes à prendre. Je prends par exemple quand on a eu l'arrivée de TikTok. Ou bien maintenant l'arrivée des IA ou l'arrivée de ce genre de technologie, c'est vrai que de réfléchir à comment on peut intégrer l'innovation, comment on peut intégrer ce qui se passe dans le monde et puis mettre ça en avant dans notre communication, dans notre marketing, dans notre société, c'est toujours très intéressant. Je prends l'exemple de l'IA où on a Coca-Cola ou ce genre de marques qui ont fait les premières pubs 100% avec de l'IA. Alors ce qui est incroyable, c'est que quand on teste l'innovation, il faut accepter soit que ça cartonne, soit de se prendre une
baffe monumentale. Et alors là, ça a plutôt été le cas de la baffe monumentale pour Coca-Cola parce qu'effectivement, c'était pas tout très bien géré comment ils l'ont fait, mais dans le sens de voilà, oser tester des nouvelles actions, oser tester des nouveaux formats, oser tester ce genre de choses. Je pense que ça, c'est important. Moi, typiquement, alors le podcast n'est pas du tout un format nouveau, hein. C'est un format qui est répandu depuis une dizaine d'années, mais qui devient très populaire. Mais par contre, en Suisse romande, c'est vrai que c'est pas encore un format qui est énormément démocratisé. Et donc, j'ai voulu tester ce format-là parce que je me sens à l'aise à l'oral et puis parce que j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'arrêter de dire des « à toutes mes phrases et puis ça va venir. Et puis, j'espère que vous serez aussi indulgent avec moi parce que c'est un exercice de le faire. Et puis, voilà, on ose tester, on ose faire des choses. Et puis, moi, en tout cas, j'y prends du plaisir et c'est ça qui est l'essentiel. Oser tester, ça veut dire aussi tester des nouveaux canaux, hein. Comme je l'ai dit, les réseaux typiquement évoluent, il y a plein de choses qui bougent. Je prenais par exemple LinkedIn ou Pinterest qui sont des très bons exemples on est beaucoup à s'être arrêté à ce qu'était Pinterest il y a 10 ans en arrière ou à ce qu'était LinkedIn il y a 10 ans en arrière. Et pourtant, c'est des choses qui ont complètement évolué. Aujourd'hui, le format vidéo sur LinkedIn est en train d'exploser. Et ce n'était pas du tout le cas il y a 5-6 ans en arrière. Évidemment, il y a des bons, il y a des mauvais côtés. Mais ça, c'est vrai que c'est important. Tester aussi les collaborations avec d'autres marques, avec pourquoi pas des influenceurs, avec des entreprises qui ont des manières de faire, des styles, des pattes, des artistes, etc. Oser tester la nouveauté, ça je pense que c'est... voilà, ça vous permet de rester jeune dans la tête, jeune dans votre communication et votre marketing. Et puis c'était le dernier point, tester des nouvelles choses et tester des nouvelles stratégies marketing. Voilà, on arrive au bout de ce podcast qui était donc 10 conseils clés aujourd'hui, 10 conseils pratiques pour gérer votre marketing efficacement. J'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui. Et puis, du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une belle soirée ou une belle journée. À tout bientôt. C'était Maxime. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao.